faisons le point sur 14 mois de reverse diet. Et le n'est pas facile du tout d'accepter psychologiquement le fait de t'asseoir sur quelque chose qui est visible, donc un physique, un objectif physique, si jamais c'est ton objectif, pour réparer quelque chose qui est de ce fait-là invisible. Un métabolisme, voilà, c'est pas palpable, c'est pas concret. Maintenant, il va être temps de passer à la phase 2. Dans la reverse diet, du coup, j'ai pris un petit peu de gras. Cette vidéo aujourd'hui va donc signer l'épisode 1 de cette perte de gras. Bonjour à toi, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui m'a été, je pense que c'est la vidéo la plus réclamée sur ma chaîne depuis, c'est simple, depuis mon dernier avant-après, mon dernier bilan depuis 5 mois. On remet un petit peu dans le contexte, depuis janvier, le 2 janvier exactement, j'ai commencé une perte de gras que j'ai voulu de mon plein gré, très lente, en faisant très attention puisque je sortais d'une reverse diet. Et aujourd'hui, nous voici donc pour un nouveau bilan. C'est maintenant qu'il va commencer à taper sur son bois. Je vais fermer la fenêtre. Si tu n'as pas suivi tout ce qui s'est passé du coup depuis janvier, j'ai entamé toute une série justement. Je pense que je vais en faire une playlist. Tu sais quoi, je vais t'en faire une playlist. Ce sera beaucoup plus simple et du coup je vais te regrouper toutes les vidéos sur ma perte de gras dans cette playlist. Comme ça tu pourras regarder dès le début et voir au fur et à mesure ce qui s'est passé, comment j'ai mis les choses en place, etc. Avant que je démarre, je tiens à dire que cette vidéo est en collaboration avec Gymshark, avec qui je travaille maintenant depuis quelques mois, depuis 3 mois il me semble. La tenue que je porte juste ici est de chez eux. Ils ont sorti pas mal de petites choses, de petites pièces vraiment très sympa. Je t'avais fait un haul d'ailleurs quand j'avais reçu mon dernier colis sur Insta. Pour l'été, ils ont sorti des maillots de bain. Ils ont sorti pas mal de loungewear aussi. Loungewear. Il est malade. Il a fait plein de caca dans la salle de bain. Mon doudou, c'est quand qu'ils font les doggy sportwear sur Gymshark, tu veux demander? Du coup, je t'ai fait une petite sélection de mes pièces préférées que tu verras à l'écran. Gros coup de cœur sur les motifs. Seulement, je sais pas, les motifs. Je suis très fan aussi pour l'été de tout ce qui est couleur acidulée. Le vert citron, le jaune, le orange ultra peps, le rose. Donc, je te mets le lien en barre d'infos. Et sur ce, c'est parti pour notre petite vidéo YouTube. Le premier point qui est revenu dans la petite FAQ que j'avais posé sur Insta, c'était tout ce qui concernait finalement le déficit calorique. Je vous l'avais dit, vous le savez, j'ai fait très attention à ne pas faire de trop vite, donc je préférais que ce soit une perte de gras qui prenne beaucoup de temps. Pourquoi pas une année? C'était une question qu'on m'a posée aussi. Est-ce que je me suis donné un délai? Pas du tout, ça prendra le temps que ça prendra. J'ai une relation avec mon corps qui est beaucoup plus saine, très satisfaite de ce que j'ai. Ça ne bouge pas, ce n'est pas grave, ça bouge, j'ai mieux, je suis contente aussi. Donc je n'étais ni pressée, ni frustrée si des fois j'avais des périodes de stagnation sur lesquelles on reviendra juste après. Donc oui, j'avais un déficit calorique qui était propre à ce que je consommais. J'y allais vraiment petit par petit. Et quand je vous dis des petits paliers, ça pouvait être de 20, 50 et grand maximum 100 calories où je baissais selon les semaines. Et vraiment, j'y allais tout petit. À savoir que à côté de ça, même si le déficit calorique était très léger selon les semaines, les paliers étaient vraiment très petits, j'augmentais, et ça je vous l'avais dit, mon activité physique à côté. Tu as toujours deux choix finalement dans une perte de gras. C'est effectivement soit créer un déficit calorique via la nourriture, soit augmenter ta dépense. Mais du moment en fait que la balance, que l'écart entre la dépense et ton apport est augmenté, on s'en fout finalement d'où est-ce que ça vient. Bien sûr, c'est toujours mieux de revoir son alimentation, mais si tu décides plutôt d'augmenter ton activité physique, ça colle aussi. C'est pour ça d'ailleurs finalement que quand tu te dépenses beaucoup plus sur certaines journées, tu vas tendance à avoir beaucoup plus faim. Donc faut juste faire attention si jamais tu ne comptes pas à cette balance, c'est-à-dire que si effectivement tu t'es beaucoup plus dépensé sur une journée, si tu manges beaucoup plus, bah oui, là ton déficit du coup n'est pas créé. Mais si tu maintiens finalement une nutrition qui est stable et un apport énergétique qui est linéaire, mais qu'à côté tu augmentes ta dépense de façon assez notable, le déficit est créé autrement. J'ai aussi, vous l'avez vu, et je vous en ai pas mal parlé, bien assez dans mes vidéos YouTube précédentes, j'ai fait le challenge bien sûr avec vous, Move to be Strong and Fit. J'ai effectué, pas totalement, mais le plus souvent le meal plan, les recettes du meal plan qui permettaient d'aider au niveau digestion, belly sculpt et perte de gras. C'était l'objectif du meal plan. Il y avait aussi un gros côté, je vous en ai parlé dans la vidéo sur le drainage lymphatique, sur la rétention d'eau. Donc je suis persuadée aussi que le meal plan et le challenge ont beaucoup aidé en ce sens. Pendant ce qu'on va appeler des vacances, mais au final c'était purement professionnel, quand on est parti à chaque fois les petites semaines, les petites journées, on a tourné du programme, je vous ai tourné les Tabata Power, donc je conservais encore une fois une activité physique. Et autre point, vous l'avez vu depuis un certain temps sur Instagram, alors que moi, j'avais dit que j'étais... Enfin, c'est pas que j'étais contre, mais en fait, je ne supporte pas d'habitude les montres, même montres, on va dire, lifestyle classique. J'ai investi il y a quelques mois maintenant dans une montre connectée parce que je trouvais que les calculs de pas, vous vous souvenez de ma vidéo sur les 10 000 pas par jour, je trouvais que l'application n'était pas assez fiable et il y avait trop de fois où j'oubliais de prendre mon téléphone quand je marchais, ce qui fait qu'il me manquait énormément de données. Donc pour ceux qui veulent savoir, je vous mettrai la référence, je sais plus si c'est Polar Unit ou Polar Elite, c'est une des moins
moins cher. Moi, ce que je voulais, c'était effectivement le calcul de nombre de pas, mais aussi avoir des données sur mes entraînements, ce qui va me permettre plus tard de vous faire des trainings très précis sur BS. Et bien que ces données soient pas à 100% fiables, ça nous donne, on va dire, une idée de ce que l'on fait finalement. Ma moyenne ces dernières semaines, entre les voyages à Fuerteventura, pour les tournages qu'on a eu, se situait, on va dire, entre 8000 et 14 000 même, je crois, sur plusieurs journées. You remember the vidéo où j'étais à 1500. Donc on m'a demandé, est-ce que ça joue? Bien sûr que oui, ça joue dans une perte de gras. Ton training, on va dire que c'est une demi-heure dans ta journée, une heure et demie grand max. Tout le reste du temps, le NEAT, N-E-A-T, c'est une dépense énergétique que tu pourrais ajouter à ce déficit absolument énorme. Je vous rappelle un petit peu le but de chaque élément dans une sèche ou une perte de gras. Le training, pour moi, la musculation, le fitness va modeler ton corps, va te créer les formes là où tu le souhaites. C'est ce qu'il y a de magique finalement dans ce sport. La musculation a souvent un but esthétique. Ça te crée les épaules dont tu as envie, les cuisses dont tu as envie, le cul dont tu as envie. Un corps finalement que l'on va qualifier de galbé et de tonique, même si je déteste ces deux termes. Le NEAT et le cardio vont augmenter ta dépense énergétique quotidienne et donc vont faire pencher un petit peu plus cette balance dépense-apport. Et dans la nutrition, tu vas avoir ce maintien et cette optimisation au niveau santé et tu vas avoir encore une fois cette balance déficit calorique, donc baisse de l'apport comparé à ta dépense. Je rappelle aussi que depuis des années maintenant, je fais le jeûne intermittent. Quand je dis je fais, ce n'est pas un régime pour moi, ce n'est pas quelque chose, une mode momentanée. Ça fait des années que je le pratique sans même à l'époque savoir que je pratiquais finalement du jeûne intermittent. Petite annonce, à l'heure où tu regardes les vidéos, nous sommes le 31, donc ça sort lundi. Nouveau 1000 plans sur l'application qui concerne justement, c'est un challenge jeûne intermittent. On vous fait découvrir le jeûne intermittent, c'est bien fait, durant 3 semaines. On vous a mis toutes les infos dans la Bi-Academy, les conseils, comment appliquer ça par rapport à une perte de gras, en quoi ça peut être utile, en quoi, attention, il y a beaucoup de promesses mensongères aussi. Bref, je le pratique depuis des années. Ça peut être un avantage dans une perte de gras. Moi, c'est pas le cas et je vais revenir après parce que je n'ai pas de frustration vis-à-vis de la nourriture. Je n'ai pas de problème avec une assiette trop petite ou avec... Bref, ce n'est pas spécialement mon cas, mais ça peut en aider certains quand vous avez des soucis de frustration par rapport à des assiettes trop petites. Le jeûne intermittent peut être assez sympa dans ces cas-là. Moi, c'est un mode de vie, donc je l'ai pas utilisé dans ma perte de gras. Ça ne m'a pas changé d'habitude vu que ça fait des années que je le fais. Mais donc effectivement, les calories de ma perte de gras, mon apport énergétique, sont regroupés sur le repas à partir de 15-16 heures jusqu'au soir. Je n'ai pas de repas le matin. Est-ce que j'ai pris, vous allez être choqués là, est-ce que j'ai pris des compléments alimentaires type drainer, brûleur de graisse durant cette perte de gras? Je le sais que ça sert à rien, je le sais, je vous l'ai dit je sais pas combien de fois, je le sais que c'est totalement inutile, mais je me suis... Je sais que tu sais ce que je vais dire. En fait, je sais pas, je me suis laissée avoir par le marketing, par le mot, par... Ça arrive même aux meilleurs. Je l'ai chopé sur Casidomi, avec lesquels je collabore aussi. Je savais très bien que ce serait 100% inutile, mais je me suis dit, vas-y. On a un activateur de métabolisme, on a un complexe énergie active et on a un truc détox minceur avec, bien sûr, des termes assez racoleurs. Je voulais juste voir les ingrédients, mais ils sont même pas écrits. Alors, attendez. Le premier, il a du magnésium B8 pour augmenter le métabolisme. Le suivant, il a du chrome qui aide à maintenir une glycémie stable. Le dernier, il absorbe les graisses grâce aux champignons de Paris. Je les ai achetés il y a à peu près 5 mois, ils sont toujours à moitié pleins, voilà. L'idée était de me dire, vas-y, je mets toutes les chances de mon côté, même si je verrai jamais les résultats de ce truc, je me dis, au moins, ça peut pas faire de mal. Et je vous en avais déjà fait une vidéo, le problème de ce type de produit, c'est que, de une, les ingrédients sont souvent sous-dosés en France de par les réglementations. Les actifs qui pourraient fonctionner sont sous-dosés. De deux, c'est toujours inutile de le faire si tu n'as pas l'alimentation et l'activité physique adaptée, donc il n'y a jamais d'études qui peuvent prouver finalement que ça fonctionne. Je voulais juste être honnête avec toi parce que je voulais te montrer que moi aussi, même après des années, je peux me faire avoir par un petit non putaclic. Mais sinon, outre ça, je te promets que je n'ai rien acheté d'autre. On va arriver à ma troisième partie qui est la stagnation et une autre chose qui est énormément revenue dans toutes les petites questions que vous m'avez posées dans la FAQ. La stagnation et le recalcul. Et justement, ces deux mots vont ensemble puisque c'est là où je vais en venir. Et j'en parlais d'ailleurs encore hier soir à une copine qui est justement en train de perdre du gras, du poids. Justement, en ce moment, elle était dans une
une phase où elle était un petit peu frustrée parce qu'elle était en stagnation depuis seulement une semaine. Et je lui dis wait, attention, c'est normal. Et c'est là où je veux en venir justement. Une perte de gras, pour qu'elle soit durable, bien faite, doit avoir des phases de stagnation. En fait, le terme stagnation est ultra péjoratif pour vous parce que vous avez l'impression que plus rien ne se passe. Ce n'est pas parce que votre poids ne baisse pas sur la balance ou que vous voyez que rien ne se passe face au miroir qu'il ne se passe rien. Bien au contraire. Je vais vous montrer justement à l'écran ma propre courbe de perte de gras, de poids en ce moment. Et vous allez voir qu'il y a finalement des paliers, puis paf, ça redescend, puis on repart sur un palier de stagnation, puis paf, ça redescend. C'est exactement la même chose que pour une prise de muscle, mais à l'envers. Tu sais que dans une prise de muscle, en fait, la récupération où il ne se passe rien, la phase où tu ne dois rien faire, c'est le moment où tu crées du muscle. À l'inverse, dans la perte de gras, cette phase de stagnation n'est pas une période morte dans ta perte de gras, c'est la phase d'adaptation de ton corps pour que ça dure. Cette période est absolument nécessaire. C'est exactement pourquoi tous les challenges bikini body ultra express avant l'été, et vous le savez, vous reprenez immédiatement, soit pendant vos vacances, soit juste après vos vacances. Donc la stagnation, elle est nécessaire et elle est indispensable. Tu dois laisser à ton corps, à chaque fois que tu perds un petit peu, le temps de s'adapter et qu'il se dise en fait tout simplement ce que je suis en train de te procurer, ça doit être durable, ça doit rester dans le temps. Cher body, j'ai pas eu une gastro, je suis vraiment en train de te faire un truc en ce moment, ça doit durer. Par contre, si cette stagnation dure vraiment trop longtemps, je vais pas avoir de durée à te donner, mais si on va dire durant un mois, tu ne perds vraiment plus rien, tu vois qu'il n'y a plus de changement face au miroir, parce que ce n'est pas que une histoire de poids, hein, c'est aussi une histoire de rendu dans le miroir. Tu sais très bien que quand tu pratiques la musculation, le poids ne veut plus dire grand chose finalement. Une stagnation qui dure vraiment trop longtemps, pas mal de semaines, peut être aussi un signe que tu dois effectivement recalculer tes besoins. Ça, c'est une très grande erreur et je t'en avais déjà parlé en vidéo YouTube qui revient très souvent dans une perte de gras, c'est que tu vas calculer tes besoins énergétiques au tout début de ta perte de gras et tu vas rester sur ce calcul durant pas mal de semaines ou de mois en fonction de combien de temps dure ta perte et tu ne recalcules, tu ne reviens jamais sur ces calculs alors que pourtant ta composition corporelle, ta quantité de masse graisseuse, ta quantité de muscle, ton poids a totalement changé. Du coup finalement il est logique qu'au bout de je sais pas 4 mois alors que tu as perdu 4% de masse graisseuse etc bah, les calculs du coup sont totalement faussés, les macros avec. Donc oui effectivement à peu près tous les mois et demi, 2 mois j'ai refait le calcul voir si ça collait toujours et je réadaptais en fonction. Une autre petite astuce que moi j'ai mis en place en plus de tout ce que je vous ai déjà dit dans mes vidéos sur l'alimentation dans ma perte de gras, c'est que je me suis rendu compte que mon péché mignon c'était tout ce qui était fromage. En fait je surkiffe le fromage surtout l'été. Je suis beaucoup plus un palais salé que sucré et du coup mes péchés mignons moi ce sera jamais des gâteaux ou des trucs comme ça, ce sera surtout du salé et notamment du gras. On peut très facilement inclure des choses que l'on surkiffe même si c'est industriel ou même si c'est plus calorique dans une perte de gras. Le truc c'est qu'il faut se rappeler que le gras, bien qu'on en ait besoin, outre le fromage où en l'occurrence on est plus sur une graisse animale, pas forcément ultra ouf pour ton corps, bah, c'est surtout que les lipides font le double, un petit peu plus du double, donc 9 kcal par gramme, alors que le reste, protéines et lipides, font 4 kilocalories, donc un petit peu moins de la moitié par gramme de produit. J'ai un petit peu baissé les lipides, ce qui m'a permis finalement de baisser pas mal façon de parler, hein, de baisser plus finalement mon total énergétique que si j'avais baissé un petit peu plus les glucides. Et du coup, rien qu'en retirant 10 grammes de lipides sur ta journée, tu te retires 90 calories. Donc, ce qui est beaucoup en perte de gras, je dis pas que c'est le truc que tu dois faire. Hein. Encore une fois, c'est un témoignage là qu'on fait ici. Donc, c'est moi ce que j'ai mis en place où je me suis dit que ce serait un petit peu plus judicieux dans mon quotidien. On va en venir maintenant aux émotions, à la faim, frustration. Comment ça va, tout ça, comment je le vis? Eh bien, je le vis mais extrêmement bien. Je vais vous parler d'un truc où je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi. Ça fait des années, moi, que j'ai une relation très détachée à la nourriture. Je ne suis pas dans l'optique de rechercher à chaque fois le plaisir absolu dans mes assiettes, le complet bonheur dans ce que je mange. Pour moi, la nourriture est un système énergétique. C'est une façon d'arriver à mes fins, que ce soit en termes d'énergie, en termes de vitalité, en termes de santé. Je ne tire pas le bonheur de ma vie dans la bouffe ou dans la nourriture. Et ça me fait beaucoup sourire quand des fois il y a des vidéos réactions sur la nourriture des fitness girls ou les journées dans mon assiette des fitness girls, etc. Où tout le long finalement de ces vidéos réactions, tu entends « Ah mais ce qu'elle mange c'est pas gourmand, elle se prive, elle a forcément des TCA, etc. » Alors pardonnez-moi, je sais que tout le monde ne va pas du tout être d'accord avec moi, mais alors moi dans une vidéo, quand tout le long de la vidéo j'entends plaisir, gourmandise, plaisir, quand on raccorde à ce point le plaisir d'une vie à la nourriture, moi c'est là que dans ma tête je me dis « What the fuck ?» On est quand même dans un pays où la gastro elle est hyper ancrée
donc je peux comprendre tout à fait qu'on apprécie bien manger, etc. Mais je vous donne un exemple concret, et peut-être que c'est le cas justement pour certains d'entre vous. Il y en a où genre leur semaine de vacances ultra kiff, ça va être de faire tous les restos du coin. Mais alors moi, jamais de la vie. Je tire mes plaisirs de vie d'ailleurs dans, je sais pas, regarder le ciel, regarder des paysages, mais pas dans la nourriture. Alors bien sûr, oui, des fois je me dis, oh punaise, c'est vraiment bon ce truc, c'est un kiff. Mais je ne cherche pas l'orgasme à chaque fois que je mange mon assiette. Je peux difficilement avoir de frustration quant à la bouffe maintenant, d'énormes envies de sucré ou de choses comme ça, parce que j'ai un rapport beaucoup plus éloigné et beaucoup plus détaché à la nourriture. Pour moi, c'est principalement un carburant, un moyen d'arriver à mes fins d'un point de vue santé ou esthétique ou musculaire ou autre. Bref, c'est un carburant. Sans vouloir être à ce point extrême finalement pour vous en termes de conseils, je pense qu'il faudrait un petit peu détacher de temps en temps le terme plaisir avec le terme bouffe. Mais cette relation passionnelle que certains peuvent avoir entre la nourriture et le plaisir, pour moi, peut parfois poser problème. Parce qu'effectivement, quand un aliment manque, quand il y a une privation, quand il y a une baisse ou quand... là, ouais, je peux comprendre que ça pose grandement problème chez certains. Parce que pour certains, la nourriture est vraiment ancrée dans le plaisir quotidien. Et ça, c'est ultra 20e, 21e siècle, même plutôt. Mes grands-parents et même ma mère, mon père a fait des études de cuisine, donc c'est un petit peu différent. Il sait très bien cuisiner et il aime effectivement la bonne bouffe. Mes grands-parents, ils étaient plutôt dans un esprit justement de manger sainement, d'éviter l'industriel, etc. Ils voyaient aussi le repas comme un moment convivial de partage avec les autres, mais ce qui était dans l'assiette était beaucoup moins important en termes de plaisir que ce qui se passait autour. Et moi, je pense qu'il faudrait un petit peu plus qu'on revienne à ça, en fait. On n'avait pas tout ce système de surconsommation de bouffe, d'abondance et tout et tout. Les générations précédentes étaient beaucoup moins à rechercher l'ultra kiff dans son assiette. Bref, c'était une parenthèse pour finalement répondre à la question que non, je n'ai jamais de frustration vis-à-vis de la nourriture. Vous me direz un petit peu en commentaire ce que vous en pensez de cette réflexion, mais je trouve pas ça plus dangereux d'être dans le contrôle énergétique quand on a une relation saine à la nourriture que de tout le temps chercher le plaisir absolu dans ce que l'on mange. I don't know. Pour moi, il peut y avoir du bon et du très mauvais des deux côtés finalement. Au niveau des résultats, je sais que vous attendez évidemment ce moment. Je suis très contente de ce que j'ai acquis ces derniers mois, bien sûr. Je suis très mal à l'aise quand je fais des vidéos en mode je me place devant la cam et je me fous en maillot de bain et je dois vous montrer mes cuisses, mes mollets, mes orteils. J'ai de la peinture partout. Oh là là. C'est une catastrophe. Donc vous allez voir un petit peu la gênance par rapport à ces plans. On me l'a tellement dit sur Instagram et je vous en remercie. C'est très appréciable que vous voyez mes efforts, si je puisse dire ça comme ça. Donc merci à vous. En termes de poids pur, je suis à moins 5 kilos. Je suis actuellement revenu à 69 qui était mon poids l'année dernière finalement, quasiment au tout début, je pense, de ma reverse diet. Et j'ai démarré à 74,9 si je dis pas de bêtises. Donc en soi, comparé, et c'est ce qu'il va y avoir à retenir finalement, au visuel dont on a le rendu dans le miroir, le poids, moi je m'en fous. Je me pesais par curiosité pour savoir est-ce que ça bougeait, est-ce que ça bougeait pas. Mais moi j'ai beaucoup plus fait attention à ma relation avec mes fringues, à ce que je voyais dans le miroir, aux photos de moi aussi que je pouvais poster sur Insta. On m'a aussi posé sur Instagram la question des problèmes hormonaux. Est-ce que j'avais eu des soucis justement vis-à-vis de mes menstruations? Non, parce qu'on est très loin d'une perte de gras que l'on peut avoir en termes de sèche compétition fitness. Alors effectivement, et ça aussi j'en avais déjà parlé dans mes vidéos YouTube, puisque la femme est faite pour avoir un certain taux de gras beaucoup plus élevé globalement que les hommes, dès qu'on arrive à un taux de masse graisseuse assez bas, la femme peut tomber en aménorrhée, peut tomber dans un dérèglement hormonal. C'est globalement pas ce qu'il y a de meilleur pour son corps. Moi, j'en suis pas du tout à ce niveau et je vais m'arrêter très largement avant tout ça. L'idée est d'avoir un résultat qui soit durable, d'avoir une shape que je puisse maintenir. Je vais pas dire toute ma life parce que on vieillit, mais d'avoir une shape que je puisse maintenir sur le long terme en conservant mes habitudes. On m'a demandé comment je gérais les sorties, comment j'avais géré parce que vous avez vu sur Insta et sur YouTube que j'ai beaucoup bougé ces derniers temps. Je suis partie aussi à un mariage, on a beaucoup bougé, donc je pense que toutes les personnes qui seront parties avec moi pourront dire qu'il n'y a aucune privation, que j'ai bu de l'alcool. On a toujours la possibilité de faire des choix. Donc oui, il y avait des choix que je faisais, des choses que je mangeais, d'autres que je ne mangeais pas. Je me souviens encore de Talal qui
est un des développeurs de Bistrong où au mariage il était présent et genre on était au buffet à chercher les protes. Idem au niveau des boissons, je ne bois jamais de soda ultra sucré parce que pour moi c'est vraiment de la calorie inutile. Par contre je me refuse pas un verre d'alcool parce que je sais que là c'est un plaisir à partager pour moi en tout cas avec les gens qui sont autour de moi. C'est des petits choix comme ça. Au niveau de la suite, je conserve cette méthodologie, je continue encore un petit peu même si je pense que je vais bientôt m'arrêter. Et avec Rudy on attend juste d'un point de vue sportif qu'on a une salle qui doit s'ouvrir juste à côté. Donc c'est vraiment trop cool, genre à 2 minutes à pied, c'est trop génial. Mais elle s'ouvre je crois qu'en septembre. Donc on va attendre et je vais reprendre la salle à fond parce que je n'ai pas du tout laissé tomber la salle. Hein. J'attendais juste que les conditions, la procrastination ultime. Ça fait longtemps qu'on sait qu'une salle va s'ouvrir juste à côté. Mais d'un point de vue sportif, du coup, j'ai fait le Tabata, le Move to Be Strong and Fit. Je reprends en ce moment, vous le voyez sur Instagram, les trainings un peu plus muscu avec le Strong and Lean de l'application. Je suis toujours sur un travail comme depuis pas mal de mois finalement où je m'éclate, c'est-à-dire mi-musculation, mi-fonctionnel, circuit training. Je m'amuse, j'essaie de trouver toujours autant de plaisir dans mes trainings et c'est toujours le cas même après des années. Tiens, d'ailleurs, c'est aussi un truc qui m'intéresse où j'aimerais bien savoir votre avis. Ce que vous comptez faire, qui a repris la salle, qu'est-ce que vous comptez faire finalement de ce point de vue-là? Est-ce que vous avez repris de ouf la salle et maintenant c'est salle? Est-ce que vous mixez les deux? Bref, racontez-moi ça aussi, j'aimerais bien savoir. Et puis écoutez, je pense avoir tout dit pour ce nouvel avant-après, pour cette nouvelle vidéo transformation, gros bilan. Si j'ai oublié des choses comme d'habitude, l'espace commentaire est fort ouvert et fort adapté pour ce type de choses.